Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Quand vous avez quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a cette politique de la main tendue, c'est d'autant plus facile pour que les gens puissent dire les choses. Bienvenue sur ce deuxième épisode avec Daniel Debu, DRH international de transition. Grâce à lui, nous approfondissons nos connaissances sur les missions de transition qui peuvent être confiées au DRH. Qui définit ses objectifs? Quelle est la ligne éthique qu'il se fixe? Comment il prépare ses missions de transition? Est-ce qu'un DRH de transition est un cost-killer? Daniel répond tout de suite à vos questions. Bonne écoute! Bonjour Daniel. Merci Magali. Je rentre direct dans le vif du sujet. Qui définit tes objectifs? C'est l'entreprise cliente avant tout, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, parfois aussi je peux suggérer effectivement quelques actions, quelques idées pour parfaire l'objectif en question. Tout dépend, on va dire, des problématiques. Certaines sont bien identifiées, d'autres sont parfois sous-jacentes et puis on est là aussi pour traiter, on va dire, parfois qui n'a jamais été traité pendant des mois, voire des années. Ça fait partie aussi de la valeur ajoutée qu'on peut avoir en tant que professionnel qui a cette expertise-là pour traiter les problématiques. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui disent des DRH qui sont là pour casser des salariés, et en particulier les DRH de transition, que ce sont même des cost-killers, c'est-à-dire qu'ils coupent dans la masse salariale et une fois que c'est fini, ils s'en vont. Comment tu pourrais leur répondre? Après, moi je dirais tout dépend de l'objectif qui est attribué effectivement au manager en question. S'il s'agit de réduire les coûts, s'entend de masse salariale, malheureusement ça se fait avec le départ, on va dire, de certains et certaines. Donc ça tout dépend effectivement. S'il y a perte de chiffre d'affaires et autres, donc pour sauver on va dire la majorité, parfois il faut savoir effectivement se séparer d'une minorité, ou en tout cas d'un certain nombre, pour pouvoir continuer donc d'exister et puis ensuite pouvoir rebondir par ailleurs lorsqu'il y a des retournements effectivement de marché, alors en moins ou en plus. Donc quelle est en fait la capacité de l'entreprise, soit en termes de ressources, mais également de réactivité. Et quelle est la ligne éthique que tu suis? Est-ce que tu te dis ça je peux et ça non, par contre je peux pas, là ça dépasse ma capacité d'acceptation, une ligne à ne pas franchir par exemple? Moi sur le principe, alors effectivement j'ai une certaine éthique de fonctionnement vis-à-vis de quiconque, quel que soit le niveau effectivement de responsabilité de la personne, quel que soit son titre ou son mandat, quand le mandat aussi, donc c'est la partie on va dire des représentants du personnel. Il y a vraiment une relation donc à faire naître, en tout cas, et à entretenir. Moi, le principe aussi, c'est de prendre le temps, déjà, pour à la fois d'écouter et de dire les choses. Parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre à revers les gens. J'ai fait l'expérience, il y avait un certain discours qui était déployé vis-à-vis des salariés, et puis mon prédécesseur donc, est en partie, donc après moi je découvre un peu la misère, alors sachant que derrière, soit il n'y avait aucun projet qui était derrière, les discours reposaient sur quoi? Clairement sur rien. Moi j'ai toujours un côté devoir de vérité qu'il faut savoir dire. Alors après, plus ou moins acceptable pour les gens, mais après la réalité elle est ce qu'elle est, et d'avoir aussi des solutions, parce qu'on parlait par exemple de réorganisation, donc plan de sauvegarde de l'emploi, donc plan social, en fait c'est les plans de départ. Moi jusqu'à présent, alors j'arrive à me regarder dans la glace le matin en me rasant, parce que chaque fois, on a pu trouver des solutions effectivement de reclassement, on va dire, acceptables et correspondantes aux besoins aussi des gens, lorsque effectivement il y a eu une démarche en fait de PSE. Quels sont tes enjeux principaux en tant que DRH de transition dans le cas d'un PSE? Donc il faut bien sûr s'attacher à préserver l'entreprise, parce que c'est une démarche juridique, donc avec des risques également, sur le process.
Mais derrière, une fois que cette étape en fait est passée, il faut savoir aussi, on va dire, derrière, aider les gens concernés à pouvoir rebondir et arriver effectivement à avoir une nouvelle vie, en dehors bien sûr de l'entreprise, qui puisse leur permettre de, on va dire, de s'épanouir aussi, voilà, et d'avoir, on va dire, de retrouver une activité qui leur corresponde. Donc tu identifies dans un projet de PSE des enjeux à la fois économiques et financiers, juridiques et humains, c'est bien ça? Vraiment les enjeux, on va dire, qui sont présents d'un côté entreprise pour donc valider cette partie juridique, et puis après la partie donc humaine, c'est de permettre aux gens ensuite de rebondir, dans le cas particulier de la réorganisation, parce que j'ai entendu le mot de cost-killer, parfois c'est aussi le côté coupeur de tête, qui peut être un peu caricatural, malheureusement qui est aussi présent. L'enjeu c'est le traitement derrière pour le reclassement des gens. Ça c'est vraiment essentiel, parce que sinon effectivement une part d'humanité serait un peu, on va dire, oubliée, absente et oubliée. Quelles sont les missions RH de transition que tu as pu effectuer qui t'ont le plus plu? C'est quel type de problématique que tu as résolu? Une des plus longues missions, ça a été à la fois, on va dire, du recrutement, développement, parce qu'il y a des activités qui se développaient. Une filiale que j'ai restructurée, parce que effectivement, elle était en perte de vitesse et en perte surtout, on va dire, financière. Donc avec d'un côté développement. Alors, en l'occurrence, il y avait aussi une préparation, on va dire, un terme de fusion de sociétés, sur lequel il y avait aussi par exemple les harmonisations de statut, des harmonisations également salariales, donc tout ça fait partie d'un ensemble. C'est vraiment cette diversité-là, moi, qui m'intéresse en fait dans le management de transition. Qu'est-ce qui fait qu'à 46 ans, on se dit tiens, je vais devenir DRH de transition? En fait, je ne me le suis pas dit, c'est tout à fait par un pur hasard, puisque dans mon précédent poste, j'ai fait appel à un cabinet de management de transition, parce que j'ai eu un départ assez rapide, en l'occurrence c'était un responsable de contrôle gestion. J'étais dans une démarche donc, de fusion d'une vingtaine de sociétés en 3 au sein d'un grand groupe chimique. Donc j'ai fait appel en fait à ce cabinet-là. Donc ça s'est très bien passé, il m'a trouvé quelqu'un, effectivement, en une semaine j'avais la personne, puisque la personne démissionnaire est partie en fait au bout d'un mois et non pas de 3, parce que elle allait en fait chez un client, donc mon DG à l'époque n'a pas pu dire non. Super, mais moi il faut que je puisse avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire, on va dire, ce qu'on m'a demandé de faire. Donc voilà, donc j'ai trouvé, et puis ensuite après, on s'est... je n'y suis pas resté pour des raisons diverses et variées, mais je me suis fait rappeler en fait 3 mois plus tard par le même cabinet pour dire tiens, en fait on a potentiellement une mission à vous proposer. Donc à l'époque c'était au sein du Crédit Agricole, une des 2 filiales donc IT. Alors il se trouve aussi que j'ai commencé moi ma vie professionnelle donc dans l'informatique. Donc ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai fait le tour du poste assez rapidement, mais comme à l'époque je me vendais à la fois on va dire, et informatique et puis RH, et je ne trouvais pas dans les RH, j'étais débutant, donc j'avais trouvé dans l'informatique. Quel est le pire défaut d'un DRH de transition? C'est d'être trop sûr de soi, mais comme partout, parce qu'il faut toujours être le plus possible à l'écoute, et parfois, on va dire, le diable se cache dans les détails. Donc il faut vraiment être effectivement vraiment dans cette analyse permanente, écoute permanente. C'est une remise en question, alors je ne vais pas dire perpétuelle, mais en tout cas sur lequel moi je m'attache à être très très vigilant, parce qu'encore une fois ça fait partie des risques en fait. Si on parle de défaut, c'est plutôt un risque que j'essaye de manager au plus, puisque lorsqu'on est DRH, que ce soit de transition ou autre, son rôle aussi c'est de manager le risque, parce que le risque est toujours présent. Maintenant le tout c'est de l'amoindrir le plus possible. Quel est le risque, justement, en tant que DRH de transition, sur lequel tu portes le plus d'attention? Le risque financier, le risque juridique, le risque humain, autre? C'est tous les risques, en fait, sur lesquels je parlais effectivement 360 degrés. Il n'y a pas un risque qui est mineur. Donc, il y a un discours que moi j'entretiens pour dire moi je suis là aussi pour vous apporter de la sérénité. Souvent le risque juridique ou humain, vous avez le risque financier qui est derrière, et puis inversement. Donc tout ça c'est un ensemble, il n'y a pas de risque mineur en fait. Après il faut donner effectivement des priorités, parce que parfois on peut ne pas effectivement avoir toutes les capacités, si c'est en termes de ressources, à tout traiter,
Mais en tout cas, il ne faut surtout pas effectivement les ignorer. Et comment tu prépares, avant d'arriver, ta mission, ton intégration? Alors il y a toujours, on va dire, un débrief qui sont faits alors, avec le cabinet de management de transition. Il y a effectivement toute cette prise de connaissance, on va dire, de l'environnement, parce que parfois les détails aussi, et les sujets, on les découvre en fait in situ, en fonction aussi des moyens qui sont donnés, alors que ce soit en termes de ressources, que ce soit en termes d'autonomie. Lorsqu'on entre en fait dans une entreprise en tant que manager de transition, c'est en fait on est on va dire chef de projet. Qui dit projet, qui dit process. L'univers des données aussi, parce qu'en fait c'est au départ vous êtes en recherche d'informations, mais en multiniveau, là c'est vraiment du 360 degrés, parce qu'effectivement si vous avez des décisions à prendre, écoutez, ou en tout cas à présenter pour que la décision soit prise, ça se fait toujours, mais avec les bonnes infos. Sinon, vous prenez mauvaises infos, mauvaises décisions. Si on n'a pas aussi, on va dire, un tant soit peu la compréhension, on va dire, de l'activité des gens, c'est là que c'est un peu plus difficile. Quels sont les facteurs de réussite de tes missions de transition? On va dire, les facteurs de réussite, c'est quoi? C'est l'agilité. Parce que si on doit reporter à, je sais pas moi, X niveau au-dessus pour avoir hypothétiquement une réponse qui peut arriver 2 jours, 3 jours, une semaine plus tard, ou voire pas du tout, vous n'êtes pas en capacité en fait de réussir. Donc un des facteurs aussi, c'est la proximité en fait du décideur. Et quelles sont les premières actions que tu poses quand tu arrives sur les 2 premières semaines, par exemple? Ton agenda, il ressemble à quoi? Mon agenda, en fait, il ressemble avec différentes consultations, que ce soit les membres du CODIR, COMEX, les membres on va dire, de l'équipe RH, certains managers entre guillemets clés, là où se trouvent les problématiques, et puis après aussi bien sûr les représentants on va dire, du personnel. Alors j'imagine par exemple avec les représentants du personnel, les délégués syndicaux, que quand ils voient un DRH de transition arriver, ils peuvent être un peu en défiance. Comment tu fais pour réussir à créer ce lien de confiance avec les délégués syndicaux et les représentants du personnel? Alors que ce soit avec eux ou alors que ce soit avec le management au sens large, en fait, c'est aussi une question, on va dire, de savoir dire les choses, une question aussi d'authenticité d'une certaine manière, et d'appeler un chat, lorsqu'il y a une problématique, c'est pas de se défiler et puis de dire, écoutez, oui, non, ça, on verra ça plus tard. Et donc, ok, moi je me balade avec un calepin, un stylo, et je note en fait tous les sujets qui viennent au fil de l'eau. Alors même si après, il y a quand même, on va dire, un fil conducteur qui m'a été donné et que je dois respecter, mais souvent en fait, c'est les ressources humaines, c'est vraiment, on va dire, un métier de proximité. Donc parfois, les petits riens qui font tout, ça, il faut aussi être, on va dire, attentif à ça, et puis simplement d'aller devant des gens. J'ai souvent la politique de la main tendue, parce que s'il y a une problématique et que vous voulez la résoudre, de toute façon, le mieux c'est de s'en parler, et prendre le temps de s'en parler, après de voir effectivement quelles sont les solutions. S'il y a 100% les solutions, c'est formidable, mais parfois il n'y a que 10, 20, 30, 40, 50, j'en sais rien. Mais le fait déjà d'avancer, on va dire, ça permet déjà de donner un signe positif pour dire, tiens, là le gars, en parlant de moi, il est plutôt, on va dire, proactif et il a envie d'avancer. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, de rencontrer des interlocuteurs dans l'entreprise où tu arrives qui se disent, de toute façon, il est là qu'en transition, donc c'est pas très grave, j'ai pas besoin forcément d'évoluer, puisque quand il partira, moi je serai encore là. Oui, alors c'est un phénomène aussi, oui, que j'ai connu, alors qui reste très limité quand même, parce qu'encore une fois, je dis, écoutez, si vous êtes prêt à attendre, on va dire, que je m'en aille, en fait, vous n'avez pas de problème, finalement. Au contraire, ça permet souvent aussi de libérer la parole, parce qu'on se rend compte que parfois, les gens sont pris dans un certain système, quel que soit le niveau de responsabilité. Et souvent, il y a une certaine réticence à dire les choses, parce que parfois, il y a eu des retours de bâton aussi. Il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a eu un certain historique, plus ou moins positif, et j'allais dire plus ou moins négatif aussi, selon effectivement les circonstances, les environnements, les hommes qui étaient, hommes ou femmes, qui étaient à la tête, on va dire, de l'entreprise. Quand vous avez quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a cette politique de la main tendue, c'est d'autant plus facile pour que les gens puissent, on va dire, dire les choses. Et parfois, il suffit simplement de leur poser la question. En fait. Et ça, et moi, il y a des cas où il y a des problématiques qui n'ont jamais été réglées pendant des mois. Le fond du problème, il était plus ou moins connu. Moi, au bout d'une discussion, on va dire, à bâton rompu, avec quelqu'un, je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe et comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous apporteriez comme solution?
en une demi-heure avec un simple opérateur. En fait, il m'avait expliqué le commencement, le milieu, la fin et autres. Il m'avait tout dit. Et c'est aussi le hasard et la valeur des rencontres qu'on peut faire, quel que soit, encore une fois, je le dis, j'insiste là-dessus, quel que soit le niveau de responsabilité de la personne dans l'organisation, qui permet de découvrir photo rose, comme on dit. Grâce à ce deuxième épisode de Valeurs agitées avec Daniel Debu, DRH international de transition, nous avons compris quelles sont les valeurs personnelles et l'éthique du DRH de transition. Nous avons compris également les facteurs clés de succès de ces missions et notamment la collecte de l'information et la gestion des risques à la fois économiques, financiers, juridiques, mais aussi humains. Je vous dis à tout de suite sur le 3e épisode pour approfondir encore cette question. Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.